Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Je suis certaine que je ne vous apprends rien en affirmant qu'il n'y a pas de développement sans des hommes, des femmes valides et en bonne santé. C'est vous dire qu'en réalité, le secteur de la santé a toujours été une priorité pour tout pays qui aspire au développement durable. Et d'ailleurs, le président Talon, à son investiture il y a environ 2 ans, et surtout dans son ambition de révéler le Bénin au monde entier, avait affiché une certaine détermination à garantir aux Béninois des soins à la fois de qualité et accessibles à tous. Aujourd'hui, entre chantiers annoncés et ouverts, qu'est-ce qui a été véritablement fait et qu'est-ce qui a véritablement changé dans le mode de vie des Béninois? Nous en discutons ce soir avec le docteur Alassane Seydou. Il est gynécologue et c'est lui qui a été porté il y a 2 ans aussi à la tête du ministère de la Santé. Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir. Et pour conduire cet entretien, je serai avec ma consoeur de Canal 3, Zakiat Latunji. Bonsoir. Angela Damata, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur le ministre, sans détour, la grosse question pour les Béninois actuellement, c'est comment se procurer les médicaments pour se soigner efficacement avec la crise que le secteur pharmaceutique du Bénin traverse et qui n'a pas cessé de révéler des dessous plutôt préoccupants. Merci. Je comprends bien que vous commenciez par cette question qui préoccupe tous les concitoyens parce que le secteur a connu vraiment une crise, pour ne pas dire que le secteur est en crise. Et vous avez dû constater toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour gérer cette crise. Ces médicaments, ces faux médicaments ont été saisis par le gouvernement et les principaux responsables ont été remis à la justice qui est en train de faire son travail. Maintenant, ce qui reste, c'est que faire pour rassurer nos concitoyens, pour qu'ils sachent que le gouvernement a pris toutes les mesures pour qu'ils puissent se procurer les produits en toute sécurité. En fait, les produits provenant de cette structure qui est incriminée, notamment New Sesamex, ont été listés. Donc nous les connaissons, nous en avons établi la liste. La liste a été transmise à tous les grossistes et à tous les pharmaciens. Les grossistes doivent retirer ces produits de leur stock. Les pharmaciens aussi doivent les sortir de leurs rayons. Et un contrôle actuellement est en train d'être fait au niveau des grossistes et des pharmaciens par la direction des pharmacies, du médicament et des explorations diagnostiques pour que nous ayons vraiment l'assurance que ces produits ont été retirés. Parce que les faux médicaments sont des poisons. Un médicament, même quand il est normal, est une arme à double tranchant. On ne prend le médicament que lorsque c'est vraiment nécessaire. Mais lorsqu'il s'agit d'un faux médicament, c'est sûr que c'est un poison. Donc ça crée près de préjudice que ça ne rend service aux populations. Vous avez cité notamment le laboratoire New Sesamex qui a été longuement décrié dans ce dossier de faux médicaments qui fait d'ailleurs l'actualité aujourd'hui. Le retrait d'agrément, comment ça va se faire véritablement pour arriver à rassurer les populations que même en allant à l'officine, ils sont sûrs d'avoir des produits qui ne sont pas de faux médicaments? Tous les médicaments concernés, on a retiré leur autorisation de mise sur le marché. Ça veut dire que ces médicaments-là ne peuvent plus jamais arriver au Bénin. L'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché. C'est ça, c'est un préalable pour que le médicament puisse arriver au pays. Donc, on a retiré l'AMM pour tous ces médicaments. Et comme je vous ai dit, tous les grossistes doivent retirer ces médicaments de leur stock. Les pharmaciens aussi doivent les sortir de leur rayon. Et un contrôle actuellement est en train d'être fait par la direction des pharmacies, du médicament et des explorations diagnostiques. Alors, monsieur le ministre, aujourd'hui, il y a des médicaments en pharmacie. Avant, il y avait également des médicaments à Djegoulet qu'on disait faux. Aujourd'hui, les populations sont dans un dilemme en réalité. Le processus, le circuit du médicament était bien connu. Et pourtant, il y a eu ces fraudes-là. Qu'est-ce que l'État pense faire aujourd'hui pour que les Béninois soient vraiment à l'abri? Il y a tout un dispositif législatif et réglementaire qui doit être revu. Donc, une commission a déjà été mise sur pied qui va revoir toutes les lois et tous les tests réglementaires qui régissent le secteur. On va essayer de corser ces lois.
Si vous faites attention, vous devez vous rendre compte que ces derniers jours, on a parlé de la ratification de la Convention Médicrime. Oui. De la ratification de la Convention Médicrime. C'est la preuve de l'engagement de notre pays à lutter vraiment contre les faux médicaments. Cette ratification nous est demandée depuis plus de 10 ans. C'est seulement cette année qu'on a pu faire ça. C'est depuis 2 ans que nous sommes en train de travailler pour. Mais aujourd'hui, ça aboutit. Oui. Donc, le Bénin a ratifié la Convention Médicrime. À partir de ce moment-là, nous pouvons élaborer des lois nationales pour régir le secteur. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autres laboratoires fictifs qui sont toujours dans le circuit et qui pourraient approvisionner les populations au point où les populations vont toujours arriver à se procurer de ces faux médicaments? De toutes les façons, le gouvernement travaille. Le gouvernement travaille à démanteler tous les réseaux. Ce réseau, on ne le savait pas, mais on l'a découvert. C'est difficile de dire qu'il n'en existe pas. Mais toutes les dispositions sont prises désormais pour déceler tous ces réseaux-là de distribution de faux médicaments. Pour le contrôle du circuit, ça va être fait. Ça va être fait. Pour le contrôle de qualité, qu'est-ce qui va être fait pour le laboratoire dont on dispose et qui normalement devrait pouvoir contrôler tous les médicaments? Parce qu'un faux médicament, c'est aussi bien le circuit que la fabrication. Oui, le faux médicament, je veux revenir là-dessus avant de parler du laboratoire. Lorsqu'on parle du médicament, il faut voir le produit d'abord en lui-même. Hein? Le produit, le médicament, sa composition chimique. Après le médicament, il faut voir le circuit de distribution. Il faut voir aussi la qualité des gens qui manipulent. Lorsqu'il y a faille à un de ces niveaux-là, on dit que le produit est faux. Même si au départ le produit était bon, s'il se retrouve dans un circuit illégal, inapproprié, s'il est manipulé par des gens qui ne sont pas des professionnels, il devient un faux médicament. Pourquoi? Si vous vendez par exemple un médicament normal à Adjegounlé, la bonne dame qui vend le médicament, non seulement elle se comporte comme une pharmacienne, mais elle se comporte aussi comme un médecin. Parce que c'est elle qui prescrit. Celui qui vient acheter le médicament dit « j'ai besoin d'un médicament contre la fièvre ». Elle lui donne un antipyrétique, un médicament contre la fièvre. Comme si c'était des tomates. Mais on ne traite pas les symptômes en médecine, on traite la maladie. Le paludisme donne la fièvre, la méningite donne la fièvre typhoïde donne la fièvre, un abcès peut donner la fièvre. Mais si vous traitez la fièvre, mais vous ne traitez pas la maladie. Et la conséquence, c'est que le mal est là, on fait un autre traitement, le mal a le temps de se développer et c'est quand on arrive à la phase de complication qu'on va à l'hôpital. Mais on n'arrive pas à récupérer tous ces malades. Ils meurent souvent. Oui. C'est ça. C'est pourquoi il faut voir le médicament, il faut voir le circuit de distribution, la qualité des gens aussi qui interviennent dans le circuit. Mais je crois que c'est un peu pour ça qu'on dit que le médicament n'est pas comme un produit ordinaire. Le médicament n'est pas un produit ordinaire. Angela disait de la tomate, mais il y a quand même énormément de priorités dans le secteur de la santé. Pour qu'on s'attaque, je ne dis pas que c'est mauvais, aux faux médicaments, pourquoi en faire une priorité à côté de tout ce qu'il y a comme priorité? Ah oui, il y a beaucoup de priorités, mais le médicament est essentiel dans le traitement. Parce qu'on ne peut pas prétendre administrer des soins de qualité si on n'a pas de médicaments de qualité. Ça, c'est clair. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vos médicaments, vous ne pouvez pas réussir le traitement. Donc, c'est quelque chose de fondamental pour le secteur. Nous devons avoir des médicaments et des médicaments de qualité. Si nous ne sommes pas sûrs de la qualité de nos médicaments, nous ne pouvons pas améliorer la qualité de nos prestations. La lutte, elle est vraiment pertinente, mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question par rapport au laboratoire. Nous avons aujourd'hui un laboratoire national de contrôle de qualité qui fait le travail, mais qui n'est pas suffisamment équipé. Nous allons renforcer ce laboratoire. Nous allons mieux équiper ce laboratoire. Maintenant que nous sommes conscients de ce qu'il y a beaucoup de trafiquants, nous allons renforcer ce laboratoire pour un contrôle plus sûr et plus conséquent. D'accord. Des médicaments, oui, mais encore faut-il que les hôpitaux et les cabinets prescripteurs reçoivent bien les usagers. Qu'avez-vous fait pour en finir donc avec l'absentéisme, le mauvais accueil, le rançonnement et les autres mauvaises pratiques qu'on a notées, observées dans nos hôpitaux publics? Vous voyez, tout le malaise qu'il y a dans le secteur de la santé, c'est dû au fait qu'on a annoncé les réformes. Parce que les réformes bousculent les habitudes.
les réformes bousculent les intérêts. Les acteurs ne sont pas d'accord. Mais les problèmes sont réels et évidents. On ne peut pas résoudre ces problèmes sans opérer des réformes. Ce n'est pas possible. Donc, ces réformes s'imposent. Je vais vous donner des exemples concrets. Vous savez, les agents qui travaillent dans les hôpitaux publics, souvent c'est eux qui travaillent en privé. Ils sont à la fois dans le public et dans le privé. Quand ils sont dans le public, ils ont un comportement. Quand ils sont dans le privé, ils ont un autre comportement. Pourquoi? Parce que dans le public, le salaire est garanti. Que vous comportiez bien ou que vous comportiez mal, que vous fassiez le travail ou pas, à la fin du mois, vous avez le salaire. Mais ce n'est pas ça dans le privé. Dans le privé, on vous suit. Si vous faites mal, on peut même tout de suite vous renvoyer. Vous êtes tout de suite révoqué. Et on vous apprécie au rendement dans le privé. Je vous donne aussi un autre exemple. Dans un centre de santé, un praticien hospitalier, qui doit venir faire la consultation normalement, qui arrive, à partir de 8 heures, les malades sont là. Il vient, il trouve environ 40 malades alignés. Il arrive à 10 heures, 2 heures après l'heure de prise de service. Ça, c'est le comportement dans le centre public. Hein. Ça, tous les Béninois sont d'accord avec moi. Tous ceux qui fréquentent les centres publics doivent reconnaître que ces réalités-là, on les vit dans les centres publics. Il arrive à 10 heures et dès qu'il arrive, il dit à l'infirmière qui l'aide, eh bien, je prendrai 10 malades. Il fait les consultations de 10 heures à 13 heures. À 13 heures, il arrête. Il y a une trentaine. Il y a une trentaine de malades qui attendent. Eh bien, à 13 heures, il arrête, mais il prend soin de dire à l'infirmière d'annoncer aux malades qu'à partir de 16 heures, il va poursuivre ses consultations dans une clinique privée. Une manière de dire implicitement aux malades, rendez-vous dans la clinique. Et il va dans la clinique privée, il travaille de 16 heures jusqu'à minuit. Et quand il va là-bas, le comportement est autre. Ce sont des désagréments. Qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire qu'il transforme le centre public en un centre de recrutement de malades pour le centre privé. Mais avec ça, comment on peut développer le centre public? Oui, mais monsieur le ministre, à partir de ce moment, il y a obligation de réformer. De réformer. Lorsque nous avons parlé d'affermage, la gestion du personnel, ce comportement et l'obligation de résultats pour les professionnels qui travaillent dans le secteur public. Et de moyens. Et ce dont je viens de parler, vous ne pouvez jamais observer ça dans un centre privé confessionnel à caractère social. Oui, mais vous ne pouvez jamais observer ça en privé. On ne voit ça que dans le public. Mais que faire? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Oui, c'est ça. Si on continue comme ça, l'État construit les hôpitaux, il équipe les hôpitaux, il donne les frais, les subventions pour le fonctionnement. Mais finalement, la population n'en bénéficie pas. Oui, c'est un peu l'état des lieux quand vous êtes arrivé. Mais là, maintenant, qu'est-ce que vous faites pour que c'est pour cela que nous avons parlé de réforme, nous avons parlé d'affermage, nous avons parlé de délégation de services publics. C'est pour régler ces questions-là. Et justement, on avait parlé de l'affermage des hôpitaux de zone de Kové, Djidja et Djougou. Et Djougou, nous sommes en train de faire le travail parce que ce que nous vivons au Bénin, c'est vécu aussi dans les autres pays. Cela est vécu dans les autres pays de la sous-région. Donc l'Organisation ouest-africaine de la santé a développé des expertises et a fait aussi l'option de l'affermage. L'Organisation ouest-africaine de la santé a fait aussi l'option de l'affermage. Donc ce travail a déjà été fait dans certains pays de la sous-région. Comme quel pays? Au Burkina. Le travail est en train d'être fait. Au Niger aussi. Oui. Mais nous avons demandé à ces experts de venir pour qu'on échange avec eux. Le travail est en train d'être fait. Hein? On n'a pas lâché. On ira à l'affermage. On est obligé. C'est la seule issue. Alors, et ce que les acteurs du système évoquent, comme quoi on veut mettre les travailleurs dans la rue, non. L'intention du gouvernement n'est pas de mettre les travailleurs dans la rue. Pour qu'il y ait véritablement obligation de résultats pour le personnel qui travaille dans le secteur public, qu'est-ce qui va être véritablement fait? Vous avez dit affermage. Pour le Béninois lambda, on a parfois l'impression que c'est une fuite en avant de l'État qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Et puis vous aviez la commission qui a travaillé dès que vous êtes arrivé. Et quels sont les résultats de cette commission et comment comptez-vous faire? Oui, la commission est en train de travailler. La commission est en train de travailler et ce dont je suis en train de parler, et ça va dans le sens des propositions de la commission. Vous savez, le problème, c'est au niveau de la gestion administrative et financière des hôpitaux.
Dans nos hôpitaux, nous avons 3 catégories d'agents. Nous avons des agents permanents de l'État, nous avons des agents contractuels de l'État, nous avons des agents conventionnés, comme au CNHU, et des agents sur fonds propres. Même dans les hôpitaux maintenant, les directeurs ont la latitude d'engager des agents en cas de besoin, puisqu'ils ont des recettes. Et les soins ne sont pas gratuits dans les hôpitaux publics. Quand il y a grève, les mauvais comportements surtout, on les observe avec les agents permanents de l'État et les agents contractuels de l'État. Les agents conventionnés, depuis qu'on parle de grève depuis 3 mois, le CNHU travaille. Parce que les agents conventionnés sont majoritaires. Ils sont payés sur les fonds, sur les recettes du CNHU. Et ils le savent. Ils savent que s'ils ne travaillent pas, ils risquent de ne pas avoir de salaire. Ils travaillent. Même nos hôpitaux publics, les hôpitaux qui ont beaucoup d'agents engagés sur fonds propres, connaissent moins de grèves que les hôpitaux qui ont des agents permanents de l'État et les agents contractuels de l'État en grand nombre. Donc, ceux qui ont des agents qui sont payés sur fonds propres observent moins de grèves. Parce que ces agents-là sont conscients de ce que leur salaire sera assuré à partir de leur rendement. Autrement, vous voulez dire que vous allez changer le système de recrutement désormais oui, des agents on a prévu de cela aussi. Oui. On a prévu cela pour que, c'est pourquoi dans les réformes, nous avons prévu la régionalisation de la fonction publique. Qu'est-ce que vous mettez dans cette régionalisation? Bon, aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment d'agents, d'accord, pour satisfaire tous les besoins. Les prescriptions de l'OMS, l'OMS recommande 25 agents qualifiés pour 10 000 habitants. Au Bénin, nous sommes à 8 agents pour 10 000 habitants. 8 agents qualifiés pour 10 000 habitants. Donc nous sommes largement en deçà des normes de l'OMS. Ce n'est pas un cas particulier au Bénin. C'est ça dans tous les pays de la sous-région. Il faut même dire que le Bénin est en avance sur beaucoup de pays. Donc, par rapport au personnel, il y a un problème. Mais le peu que nous avons est mal réparti. Aujourd'hui, si vous allez dans une maternité de Cotonou ou des environs de Cotonou, vous allez trouver 12 sages-femmes. La commune de Karima n'a qu'une seule sage-femme. C'est grave. Donc, c'est une mauvaise répartition du personnel. C'est une mauvaise répartition. Une mauvaise gestion de la C'est pour cela que nous avons dit qu'il faut régionaliser la fonction publique. Vous demandez à recruter, les gens s'inscrivent. Ils font les tests, on les recrute. On les recrute, on les place là où il y a le besoin. 2 ans après, ils sont mariés. On vous dit rapprochement de conjoints. On vous dit il y a telle maladie, on doit être suivi au CNHU. Les prétextes ne manquent jamais pour se rapprocher de Cotonou. C'est pourquoi, quand on va régionaliser, eh bien, les fonds seront au niveau des régions. On va vous recruter pour le département de la Liborie. Si vous quittez, vous laissez le poste. Donc, ça va entraîner la rupture du contrat et automatiquement, on peut vous faire remplacer par un autre agent. En ce moment-là, on pourra servir toutes les régions d'une manière plus ou moins équitable. Vous pensez que cette réforme n'est pas pertinente? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Mais quand on le dit, les gens ne sont pas d'accord parce que les intérêts sont menacés. Ils soulèvent la population. Les gens ne sont pas toujours d'accord parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ces réformes-là sont là. Et surtout, ils ne comprennent pas comment ça va être mis en œuvre. C'est pour ça qu'il y a la nécessité d'expliquer. C'est une proposition de la commission des réformes. Régionaliser la fonction. Puisque si on fait ça, si on fait le recrutement par région et que les ressources sont au niveau régional, mais si vous abandonnez le poste, ce n'est pas un problème. Vous êtes libre à tout moment de partir, mais on pourra automatiquement vous remplacer. Donc, si la question du personnel est réglée, un personnel qui doit être désormais à son poste correctement, disponible sur toute l'étendue du territoire national. Sur toute l'étendue du territoire national, oui. Il restera comment faire pour que les soins soient le plus rapprochés des populations. Donc, on va parler de la pyramide sanitaire du pays. Qu'est-ce qui est fait de ce côté-là pour que désormais, de façon géographique, ça soit vraiment accessible aux populations? Voilà. Avant de parler de la pyramide, je vais vous dire les objectifs que nous nous sommes fixés au niveau du ministère de la Santé. Nous devons améliorer l'accessibilité géographique, rapprocher les centres le plus possible des populations. D'accord? Nous devons améliorer la qualité de l'offre de soins. C'est-à-dire, nous devons veiller à ce que les soins qui sont dispensés à tous les niveaux soient des soins de qualité. Il y a des conditions pour que les soins soient de qualité. Pour améliorer la qualité de l'offre de soins, il faut une infrastructure appropriée,
il faut un plateau technique approprié, il faut un personnel approprié, il faut que le paquet d'activités à mener dans le centre soit adapté au niveau du centre. Ça, c'est des conditions qu'il faut remplir. D'accord? Nous devons aussi améliorer l'accessibilité financière. Mais ça, ce n'est pas de notre ressort. L'accessibilité financière, c'est pour améliorer l'accessibilité financière que le gouvernement de la rupture a parlé de Arche. On en parlera tout à l'heure. On en parlera. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler d'une manière plus ample. Donc, c'est les trois conditions. L'accessibilité géographique, l'accessibilité financière, l'amélioration de la qualité de l'offre de soins. Mais ce qui relève de nos prérogatives, particulièrement au niveau du ministère de la Santé, c'est l'accessibilité géographique, l'amélioration de la qualité de l'offre de soins. Il faut que les soins soient vraiment disponibles et de qualité. Notre pyramide est une des meilleures. C'est une pyramide à 6 niveaux. Vous avez d'abord, au niveau le supérieur, vous avez les centres hospitaliers universitaires, donc qui ont une vocation universitaire. Au niveau des départements, nous avons les centres hospitaliers départementaux. D'accord? Au niveau des zones, nous avons les hôpitaux de zone. Après les hôpitaux de zone, au niveau des communes, nous avons les centres de santé de communes, les centres de santé d'arrondissement, au niveau des arrondissements. Et au niveau des villages administratifs, nous avons les maternités et les dispensaires isolés. Au niveau du ministère de la Santé, nous avons déjà fait le travail. Nous savons, au niveau d'une maternité isolée ou d'un dispensaire isolé, qu'est-ce qu'il faut comme infrastructure. Ça, on a déjà... Ces normes-là ont déjà été définies. Oui. Même s'il y a des centres de santé, quelquefois on remarque qu'il n'est pas toujours géographiquement très proche des populations. Et quelquefois, il faut faire de très longues distances avant d'avoir accès à ces formations sanitaires. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais l'effort est en train d'être fait dans ce sens-là, pour améliorer, pour que ce soit le plus proche possible des populations. Ça, on est en train de faire cet effort-là. Donc, je parlais donc des dispensaires et des maternités isolées à la base. Au niveau de l'arrondissement, nous avons les centres de santé d'arrondissement. Là aussi, on sait ce qu'il faut comme infrastructure, ce qu'il faut comme plateau technique, comme personnel, et on sait aussi le paquet d'activités qu'on peut mener à ce niveau, ainsi de suite jusqu'au niveau supérieur. Donc, les zones, nous avons 34 zones sanitaires. Et pourquoi les zones sanitaires? Pourquoi on a fait l'option des zones sanitaires? Vous savez, nous n'avons pas suffisamment de spécialistes. Nous ne pouvons pas envoyer les spécialistes dans toutes les communes. Ce n'est pas possible. Nous n'en avons pas assez. Donc, nous mettons les spécialistes au niveau de la zone, de l'hôpital de zone. Et pour avoir une zone sanitaire, il faut au moins 150 000 habitants. Donc, une commune peut avoir 150 000 habitants. Oui. La commune de Banikwara, par exemple, à elle seule, fait 150 000 habitants. La commune de Banikwara a une zone sanitaire. Mais s'il faut rassembler plusieurs communes, là, on met plusieurs communes pour avoir le poids démographique prévu et on crée une zone sanitaire. Mais à la tête de la zone sanitaire, on crée un hôpital de zone. À ce niveau-là se trouvent les spécialistes. Et on fait en sorte qu'au niveau des communes, il y ait les médecins généralistes qui reçoivent les malades, qui examinent. Ils vont résoudre à leur niveau les problèmes qu'ils peuvent résoudre. Les problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre, ils envoient au niveau de la zone où sont concentrés les spécialistes. Et nous faisons en sorte que les 3 principales spécialités, c'est-à-dire la chirurgie, la gynécologie obstétrique et la pédiatrie, que ces 3 spécialités-là existent au niveau de toutes les zones sanitaires. Avec ces 3 spécialités, nous arrivons à résoudre au moins 80 à 90% des problèmes des populations. Alors, Monsieur le ministre, on a parlé du personnel qui doit être mieux réparti. On a parlé de la mise en place de ces centres de santé, formations sanitaires pour rapprocher les formations sanitaires des populations. Maintenant, il faudrait qu'au niveau de ces formations sanitaires, la question de l'équipement puisse être réglée. Un plateau technique adéquat. On a beau avoir le personnel qualifié, mais s'il n'y a pas le matériel approprié, on n'aura toujours pas les résultats qu'on recherche. Et je crois que des audits ont été faits dans ce sens. Oui, mais si on a fait des audits, c'est pour apprécier l'ampleur du problème. C'est pour faire un bon diagnostic. Et nous nous sommes fait accompagner par une structure française, APHP, Assistance publique aux hôpitaux de Paris, qui est spécialisée dans l'équipement des hôpitaux. Donc un audit a été fait au niveau de nos hôpitaux. Aujourd'hui, nous connaissons nos besoins. Et nous avons déjà commencé. Nous avons déjà enclenché la procédure pour acheter le matériel et équiper les hôpitaux. Alors, les populations ont envie de savoir concrètement, pendant ces 2 ans, si on prend ce volet-là, qu'est-ce qui est fait? Pendant ces 2 ans... On a parlé d'études, on a parlé de tout ce qui est en train d'être... Vous savez qu'on a fait un recrutement. Oui.
On a recruté des spécialistes qu'on doit envoyer dans les hôpitaux de zone. On a recruté des agents, des infirmiers et des sages-femmes qu'on va envoyer. C'est pour résoudre ce problème. Et ce recrutement a été fait. On a fait un redéploiement sur le terrain. Je vous ai parlé de la disparité qu'il y a par rapport à la répartition du personnel, mais on a quand même arrangé jusqu'à un certain niveau. On a arrangé. Bon, par rapport au plateau technique, je ne sais pas si vous suivez bien l'actualité. De l'année dernière à cette année, on a mis près de 3 milliards pour acheter du matériel qu'on a envoyé dans les centres de santé. Mais dans certains centres de santé, vous permettez, le personnel ne maîtrise pas toujours l'usage de ces matériels-là. Et quelquefois, le matériel est là, mais il n'est pas exploité, il n'est pas mis au profit de la population. Mais ça, c'est le comportement des agents. Et c'est les mauvaises pratiques qu'on décriait. C'est les mauvaises pratiques qui sont décriées. Au départ. Ceux dont vous parlez là, vous n'allez jamais voir ça dans le privé. Vous n'allez jamais voir ça dans les hôpitaux confessionnels. Ici, du public. C'est dans le public qu'on voit ça. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut réformer le mode d'administration. C'est ça. Le mode de gestion des hôpitaux. On va réformer le mode d'administration des hôpitaux publics. Mais en réalité, Zakiat l'évoquait tout à l'heure, le privé absorbe une grande partie des usagers en matière de dispensation de soins de santé. Est-ce que vous avez une politique pour avoir peut-être un partenariat avec le privé? Vous savez, nous sommes le ministère de la Santé. Qu'il soit privé ou public. Nous sommes le ministère de la Santé. Nous soutenons toutes les initiatives qui vont dans le sens de l'amélioration de la santé des populations. Que ces initiatives viennent du public ou du privé. D'accord? Nous avons même des programmes qui appuient les cliniques privées. Nous avons eu dans le ministère le PRPSS, programme de renforcement de la performance du système de santé. Voilà. D'accord? Le programme de renforcement de la performance du système de santé a appuyé même matériellement les cliniques privées. Pour dire que nous comptons beaucoup aussi sur le secteur privé. Depuis 3 mois que nous connaissons des grèves dans le secteur, et ça c'est maintenant classique. Avec le régime précédent, c'est la même chose. Il y a eu des grèves de 6 mois au ministère de la Santé. Depuis 3 mois que nous connaissons des grèves, s'il n'y avait pas un secteur privé fort, que serait devenue la population? Donc, nous soutenons le secteur public, mais aussi le secteur privé. Donc, nous faisons tout pour que ce secteur aussi se développe. Mais le programme que vous veniez d'évoquer, il est déjà à sa fin? Il est déjà à sa fin, bien sûr. Oui, quelles sont les leçons qui ont été apprises et comment comptez-vous prendre le relais? Ce programme nous a permis de faire une avancée assez remarquable dans le secteur. Parce que ce programme nous a permis d'améliorer l'équipement des centres de santé. Ce programme nous a permis de motiver les agents au niveau des centres de santé. Et ce programme aussi a permis aux agents de bénéficier de beaucoup de formations. Vous voyez bien. Et ce programme, comme je l'ai dit, ça, en termes d'équipement, surtout des maternités, des services de pédiatrie, ce programme a beaucoup fait. Alors, vous avez parlé, on parle là du secteur privé, hein, avec les cabinets privés. Bon, le secteur privé, l'intervention du secteur privé. Aujourd'hui, dans notre pays, le secteur privé traite 52 à 54% de la population. C'est pour ça dans le privé, il faut comprendre, il y a deux privés. Il y a le secteur privé à but lucratif, c'est les cliniques. Il y a le secteur privé à caractère social, c'est les hôpitaux confessionnels. C'est les hôpitaux confessionnels. Et ces hôpitaux-là ne sont pas construits par l'État. Oui. Ces hôpitaux ne sont pas équipés par l'État. Le personnel n'est pas payé par l'État. Mais ces hôpitaux sont préférés par la population. Pour un certain nombre de raisons que nous savons tous, hein, l'accueil, la qualité du service et donc, tout ce qui va avec. Tout est lié au comportement du personnel. Alors, qu'est-ce que vous pensez faire en termes de partenariat avec ce secteur privé-là, les hôpitaux, que ce soit ces hôpitaux qui sont à but lucratif ou alors les centres de santé confessionnels aussi, pour que véritablement le système soit un et unique? Oui, le système est bien huilé parce que l'État appuie ce secteur. Et quand il y a une formation, on les associe. Quand il y a une formation, on les associe. Donc, ils participent aussi à la formation. Donc, c'est un secteur qui est très suivi par le ministère. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être aller apprendre également un peu de ce secteur-là et mettre cela au profit du secteur public pour toujours renforcer les capacités? Nous savons ce qui se passe dans le secteur. Ce n'est un secret pour personne, tout le monde sait. Alors, il n'y a pas de secret. Le seul problème, c'est la gestion.
Quand vous allez, par exemple, à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta, c'est un hôpital de zone. Mais c'est un hôpital confessionnel qui a été érigé en hôpital de zone. Parce que l'État a compris qu'il ne sert à rien d'ériger à Tangueta un autre hôpital qui ne saurait jamais supplanter Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta. D'accord. Donc il vaut mieux l'adopter et en faire un hôpital de zone. Voilà, L'État leur apporte des subventions, ça veut dire que, par rapport à la collaboration dont vous avez parlé, oui, ça veut dire que l'État va même jusqu'à les adopter dans son dispositif. Donc c'est déjà un Il y a type de partenariat. beaucoup d'hôpitaux confessionnels qui sont érigés en hôpitaux de zone. Il y a des hôpitaux qui appartiennent à des associations de développement qui sont érigés en hôpitaux de zone. Parce que l'État est convaincu de leur capacité. Et ça ne sert à rien de vouloir créer un autre hôpital qui ne saura jamais faire autant. Donc il vaut mieux les adopter. Monsieur le ministre, oui, on a bien compris qu'il y a un partenariat. Il y a un partenariat très fort entre le privé et le public. Mais la grande préoccupation reste aussi ces cabinets qui s'installent frauduleusement, donc sans autorisation. Et je crois savoir que le Conseil des ministres avait prévu la fermeture déjà des centres de formation privés, mais également ces cabinets qui s'installent anarchiquement. Oui, où en est ce projet-là? Ou alors ce sera le prochain chantier après la lutte contre les faux médicaments? Non, ce n'est même pas le prochain, le chantier en cours. Pour réussir, il faut beaucoup travailler en amont. Vous avez vu, pour la lutte contre les faux médicaments, Pangea 9, avec Pangea 9, on a eu 104 tonnes. On a pu saisir 104 tonnes de médicaments. Il y a eu Pangea 8, hein. Il y a eu Pangea 7. Les gouvernements qui nous ont précédés aussi ont organisé des Pangea. Il y a eu Pangea 7, Pangea 8. Mais qu'est-ce que ça a donné? On n'a jamais parlé de lutte contre les faux médicaments avec la même ampleur que maintenant. Oui. Mais comme Pangea 9 a été bien préparé, vous avez vu les résultats. Nous préparons la fermeture des cliniques. Un travail a déjà été fait. Au cours du dernier trimestre de 2017, nous avons fait le point de toutes les cliniques qui sont installées au Bénin. Nous savons où se trouvent ces cliniques-là. Nous savons dans quelles conditions elles sont créées. Vous savez, pour ouvrir, c'est très simple. Hein, pour ouvrir un cabinet privé, une clinique. C'est très simple. Il n'y a pas de frais à payer. Hein. Il y a quand même des conditions. Il y a des conditions. Je vais vous dire les conditions. Il faut avoir le diplôme requis pour le niveau où vous voulez vous mettre. Il faut être inscrit à l'ordre. Deuxième condition. Il faut avoir l'autorisation d'exercice en clientèle privée et avoir l'autorisation d'ouverture d'un établissement de santé. Ça fait 4. Tous ces papiers-là sont délivrés à 0 francs. Donc, lorsque vous avez la qualification, vous demandez, vous vous installez. On ne vous refuse pas. Mais il y a des conditions matérielles aussi qu'il faut réunir parce que avant qu'on ne vous donne l'autorisation, il y a une commission qui ira visiter le centre. Vous devez déjà vous installer. Et voilà, on va visiter le centre, on va voir l'infrastructure, on va voir le plateau technique, on va voir le personnel que vous voulez utiliser. Et on va voir aussi, on va échanger avec vous aussi par rapport aux activités que vous voulez mener. C'est-à-dire le paquet d'activités à mener dans le centre. Si vous êtes d'accord, on vous donne. On vous donne l'autorisation de vous installer. Alors, quand on a le diplôme et qu'on remplit toutes ces conditions, pourquoi ne pas aller demander l'autorisation et s'installer en toute quiétude? Justement, il y a et quand nous avons fait le point, nous avons constaté que les deux tiers des cliniques n'ont pas d'autorisation. Nous avons fait le point. Nous savons là où se trouvent ces cliniques-là. Lorsque nous allons tirer sur la sonnette d'alarme, on va fermer. Il n'y a rien à faire. Nous allons assainir ce secteur. Nous ne voulons pas rentrer dans les indiscrétions, mais comment est-ce que cette opération-là sera menée? Non, ça ne posera aucun problème. C'est plus facile que la lutte contre les faux médicaments. On va les avertir. On va leur dire, écoutez, vous avez juste 3 mois pour vous mettre à jour. Passez les 3 mois, on va opérer. Et pendant les 3 mois, on va activer les services du ministère pour qu'on aide vraiment les gens à se mettre à jour. C'est-à-dire tous ceux qui vont déposer leur dossier, on va les étudier rapidement pour leur permettre d'être à jour. Nous avons besoin de ces cliniques-là. L'essentiel est que les conditions soient réunies. Ces cliniques-là nous servent. Nous avons besoin de ces cliniques-là. Mais les cliniques que nous ne saurons accepter, c'est des cliniques qui ne remplissent pas les conditions. La question est vraiment d'importance parce que ce sont quand même 1500 femmes qui décèdent chaque année au Bénin au détour de complications
liées à la grossesse ou à l'accouchement, pour dire en réalité non à cette insoutenable mortalité que le gouvernement de fin avait parlé de la gratuité de la césarienne. Je veux dire que ces cliniques ou cabinets qui s'installent anarchiquement sont pourvoyeurs quand même dans une grande mesure, peut-être, je n'ai pas de données, de ces mortalités-là. Et c'est dans la recherche de solutions qu'on a parlé de gratuité de la césarienne. Mais quand la rupture est arrivée, le nouveau départ, donc, ça a semblé avoir du plomb dans l'aile. La gratuité? Oui, de la césarienne. Mais la gratuité a toujours cours. Ah oui? La gratuité se poursuit. Mais il y a plusieurs mesures de gratuité. Il n'y a pas même que la césarienne qui aujourd'hui ne fonctionne plus comme par le passé. La gratuité en elle-même est un problème. Comment voilà, expliquer? Il faut qu'on se dise les choses clairement. La gratuité en elle-même est un problème. Vous voyez la gratuité de la césarienne? Un État dit toutes les femmes qui doivent être césarisées, on les césarise gratuitement. Il y a des gens qui ont les moyens, qui peuvent payer. On leur propose des soins gratuits. Vous, si vous allez accoucher, on va vous dire on va vous faire la césarienne gratuitement, alors que vous pouvez payer. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident? C'est pas évident, monsieur le ministre. De toutes les façons, moi, si ma femme va accoucher, on va dire on va lui faire la césarienne gratuitement. Mais justement, monsieur le ministre, on a évoqué la question du secteur public. Ils sont nombreux, les Béninois, qui peuvent payer. Et on leur propose la gratuité. Monsieur le ministre, si vous écoutez, est-ce que l'État est si riche pour proposer la gratuité à des gens qui peuvent payer? Si vous permettez, non, là où ce n'est pas bien, c'est que si on continue comme ça, les vrais nécessiteux, ceux qui ont vraiment besoin de gratuité, on va tellement gaspiller de ressources qu'on ne pourra pas leur garantir cette gratuité-là à moyen ou à long terme. Et c'est ce qui arrive. Ce n'est pas le Bénin seul. Au Sénégal aussi, on a parlé de la gratuité. Ils n'ont pas pu tenir. Bon, autrement, vous voulez dire qu'avec le nouveau départ, bientôt, on va aussi réformer de ce côté-là. Non, nous sommes en train d'avancer vers Arche. On va à l'assurance maladie. Avec Arche, ça sera réglé. Donc, mais pour le moment, on poursuit avec la gratuité de la césarienne. La gratuité se poursuit jusqu'à Arche. Mais je vous dis que la gratuité en elle-même est un problème. Et si vous permettez... On ne peut pas tenir aucun État, à moins que ce soit un État producteur de pétrole, en tout cas aucun État comme le nôtre ne peut tenir la gratuité dans le long terme. Parce qu'après le remboursement devient mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Oui, mais l'inquiétude... Tout le monde n'est pas nécessité. On ne peut pas loger tous les citoyens à la même enseigne. Quand l'État décrète la gratuité par rapport à la césarienne ou alors à la prise en charge du paludisme. Je vais vous dire les différentes gratuités. Chez la femme enceinte. Oui, moi je parle même de ces gratuités en général. Ou alors si vous voulez de façon spécifique, gratuité césarienne. Oui. Ce n'est pas partout. C'est dans le public. Et tout le monde ne va pas. C'est partout. C'est partout. Il y a des cliniques privées qui sont agréées. Et qui offrent également... Les cliniques privées qui sont installées régulièrement, qui sont en règle, demandent l'agrément, on leur donne l'agrément. Il y a des cliniques privées qui sont agréées, qui sont payées. Pour que les populations puissent bien sûr, vous pouvez y aller, de la mesure de oui, il y a des cliniques privées qui sont agréées. Je crois qu'on a bien compris. Mais je vais vous dire, il y a des gratuités qu'on ne peut que soutenir. Mais il y en a qu'on ne doit pas soutenir. D'accord. Si nous prenons par exemple la gratuité par rapport à la prise en charge de l'insuffisance rénale. Oui. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il faut combattre les faux médicaments. Parce que les faux médicaments nous conduisent aussi à l'insuffisance rénale. Et quand un Béninois souffre de l'insuffisance rénale, c'est l'État qui paye. Vous savez combien coûte un malade d'un insuffisant rénal? 1 million Entre 12 et 14 millions par an. Quel Béninois peut payer ça? Voilà quel fonctionnaire? Ça là, par exemple, cette gratuité, ça, ce n'est pas un problème. Heureusement que c'est un nombre quand même relativement limité. Qui souffre et on doit se battre pour que ce nombre reste limité. C'est-à-dire, on doit réussir la bataille contre les faux médicaments. Pour éviter que beaucoup de personnes se retrouvent face à l'insuffisance rénale. Qui aient besoin de dialyse. Mais ça, c'est entre 12 et 14 millions par an. Quel fonctionnaire béninois peut payer ça? Aucun. Donc, si l'État ne fait rien, les gens vont mourir, tout simplement. Donc, de ce côté-là, l'État fait beaucoup. L'État fait beaucoup. Et ça, là, on est obligé de reconnaître que c'est pertinent. L'État est obligé de faire quelque chose. Mais sinon, ils seront condamnés. Tous les malades seront condamnés à mourir. Ça, c'est pour ce qui concerne... Ça, c'est pour l'insuffisance rénale. Mais la césarienne, de grâce, tout le monde n'a pas besoin de gratuité. Je suis d'accord que les vrais nécessiteux
bénéficient de la gratuité. Mais ceux qui ont les moyens, qu'ils payent. C'est ça qui permet à l'État de tenir dans le long terme. Et puis les réformes qui vont être mises en œuvre à ce niveau-là, il y aura donc des critères à remplir pour bénéficier de la mesure de gratuité. Mais bien sûr, dans H, c'est prévu. Dans H, on a catégorisé les citoyens. Il y a les pauvres extrêmes, les gens qui n'ont vraiment rien, à qui l'État doit tout faire en matière de santé. Il y a les pauvres non extrêmes qui peuvent contribuer jusqu'à un certain niveau, l'État apporte le complément. Et il y a les citoyens qui ont les moyens, qui payent leur assurance. Alors, monsieur... Là, au moins, quand on catégorise, on peut tenir dans le long terme. Mais loger tout le monde à la même enseigne, ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Monsieur le ministre, si vous permettez, l'autre gratuité dont vous avez hérité, c'est la gratuité par rapport au paludisme des enfants de 0 à 5 ans. Oui. Est-ce que ça se poursuit? Bien sûr, ça se poursuit. Ça se poursuit, mais il faut reconnaître que ce n'est pas respecté par beaucoup d'hôpitaux. Ce n'est pas respecté par beaucoup d'hôpitaux. Parce que les hôpitaux se plaignent après du recouvrement. Les hôpitaux se plaignent du recouvrement, c'est vrai. On ne paye pas toujours à bonne date, mais on finit toujours par payer quand même. Mais à ce niveau, et ces complications sont dues au fait que ces gratuités-là sont mal pensées. Alors les réformes, par exemple, sur ce sujet-là, en termes, parce qu'on a bien évoqué, pour le cas de gratuité de la césarienne, gratuité de la prise en charge de l'insuffisance rénale, du côté, par exemple, du paludisme pour la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, en termes de réforme, qu'est-ce qui va être fait? Non, ça sera dans le paquet de soins de Arche. Ça sera dans le paquet de... Mais le paludisme, c'est la première maladie. Oui. Ça sera dans le paquet de soins de Arche. Donc ça ne posera aucun problème. Et la riposte au VIH-Sida, il y a également une gratuité de ce côté-là? Oui, la riposte au VIH, ça c'est une gratuité mondiale. Dans tous les pays du monde. Donc on ne touchera pas à cette gratuité? Non, les produits sont gratuits. Tout est gratuit dans ce domaine. Donc par rapport au VIH-Sida, il n'y a pas de problème. Non, par rapport au VIH-Sida, justement, moi j'ai des problèmes. Parce qu'entre-temps, la riposte avait quand même des problèmes par rapport, par exemple, à l'acquisition des réactifs, même des antirétroviraux et tout ça. Au niveau du régime de feu, on parlait vraiment de rupture d'antirétroviraux et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a connu une évolution? Depuis 2 ans, est-ce que vous avez jamais entendu parler de rupture d'antirétroviraux? Votre souvenir doit être lointain. Donc, avec la rupture, il n'y a plus de rupture. On a rupture, fini avec ça. Il n'y a plus de rupture. De réactifs. On en a. Et on en a. Vous savez, l'objectif qui est fixé, c'est l'objectif 90-90-90. Ça veut dire qu'à l'horizon 2030, 90% des malades doivent connaître leur statut sérologique. D'accord? 90% des malades qui connaissent leur statut sérologique doivent être mis sous traitement. D'accord? 90% des malades qui sont mis sous traitement doivent avoir une charge virale nulle, indétectable. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour que 90% des malades sachent leur statut sérologique, il faut faire le dépistage. Donc le dépistage doit être presque systématique. Le dépistage doit être presque systématique. Il faut sensibiliser les gens. Et donc, il y a des kits au niveau de toutes les maternités? Bien sûr. Ça se passe? Vous allez aujourd'hui, vous voulez savoir votre statut sérologique, on vous fait ça gratuitement. D'accord? Et quand vous savez que vous êtes porteur de virus, vous allez demander les médicaments, on vous les donne gratuitement. Parce qu'on veut atteindre le deuxième 90. On a dit 90% de ceux qui sont séropositifs, d'accord, doivent être mis sous traitement. Oui. D'accord? Et le dernier 90, il faut mesurer la charge virale. Savoir, la charge virale, c'est le niveau de gravité de la maladie. Parce que si vous avez une charge virale indétectable, ça a un double avantage. D'abord, vous ne présentez pas des signes extérieurs de maladie. Vous savez, maintenant, on ne sait plus s'il y a le sida dans le pays. Pourquoi? Parce que le traitement marche. Parce que les gens il y a des gens qui vivent avec la maladie, mais quand vous les voyez, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Ils sont comme tout le monde parce qu'ils ont une charge virale qui est au bas niveau. Donc, physiquement, avant, quand on voit le sida, on a envie de fuir. Et c'est ça qui crée la stigmatisation. Lorsque vous voyez quelqu'un, que son profil physique vous fait peur, vous êtes obligé de le fuir, de l'éviter. Vous n'avez pas envie de lui serrer la main, vous n'avez pas envie de l'embrasser, vous n'avez pas envie de manger avec lui. Mais aujourd'hui, parce que le traitement est bien suivi, parce que toutes ces étapes-là sont bien respectées, eh bien, on a des citoyens qui vivent avec nous. Quand vous les voyez, vous ne pouvez pas savoir. Et puis, le traitement est devenu très simple. Il y a 10 ans, il faut prendre jusqu'à 14 comprimés par jour.
avec des effets secondaires insupportables. Aujourd'hui, c'est un seul comprimé. On traite aujourd'hui comme on traite le diabète, comme on traite l'hypertension artérielle. Les gens vivent avec la maladie, comme s'il n'y a rien. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud, où vraiment la prévalence est très élevée. Mais les gens vivent avec. Vous pouvez être malade du sida et vivre 20 ans, 30 ans, parce que vous suivez bien votre traitement. Donc ça, c'est réglé. Pourquoi c'est réglé? Le Conseil national de lutte contre le sida, parce qu'on considère que le sida est une maladie très grave, on a porté ça, on a porté le leadership au niveau présidentiel. C'est le chef de l'État qui est le président du Conseil national de lutte contre le sida. Mais avec la rupture, le président de la République a dit, mais écoutez, ce n'est pas le sida seul qui est dangereux. Il n'y a pas que le sida. Et le paludisme, qu'est-ce que vous en dites? La tuberculose. Oui. Le paludisme tue plus que le sida. La tuberculose, les épidémies, les catastrophes dans un pays pauvre comme le nôtre, il a porté tout ça au niveau présidentiel. Vous avez vu notre réaction après Tori Avamé. Tout à fait. Vous avez vu les épidémies que nous avons gérées. Nous avons géré une épidémie, 2 épidémies de choléra, 3 épidémies de Lassa. On en parlera, mais là, qu'est-ce qui... Vous étiez en train de nous expliquer. Ce qui a changé, c'est que le leadership étant porté à ce niveau-là, pour toutes les maladies, il y a une certaine promptitude dans la réaction. Donc, il y a une certaine proactivité. Aujourd'hui, on a beaucoup de facilité à gérer ces épidémies-là. Il n'y a pas la gestion d'une maladie qui est prioritaire par rapport à l'autre, mais tout est pris au sérieux. Je veux dire que la tuberculose, les autres maladies que vous avez citées, sont portées aussi sous le leadership du président. Bien sûr, le chef de l'État. Le chef de l'État, le regard sur toutes ces maladies-là. Et quand il y a un problème, il réagit automatiquement. Par rapport à la prévention des nouvelles infections, je veux parler des interventions à l'endroit des femmes enceintes et également la jeunesse. Qu'est-ce qui est fait? Oui, mais c'est la sensibilisation. La sensibilisation se fait dans les centres de santé. La sensibilisation se fait partout. Vous suivez, nous avons des ONG qui nous accompagnent. Nous avons des partenaires sociaux qui nous accompagnent pour la sensibilisation de la population. Donc, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens. Hein? Le port de préservatif, l'abstinence, c'est la sensibilisation. C'est ça qui permet d'éviter. Un accent plus important sur la prévention, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que c'est des ressources aussi pour l'État. Nous sommes aidés par rapport à l'acquisition des médicaments. Mais l'État a toujours sa participation. L'État contribue toujours. Et depuis 2 ans, l'État s'acquitte de ses devoirs par rapport à la prise en charge de ces malades. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, on a abordé beaucoup de points, mais on ne peut pas tout dire non plus. C'est évident. Et je vais vous proposer de suivre un magazine qui nous amène à évoquer un certain nombre de points, peut-être d'autres qu'on a déjà abordés ici, pour voir un peu quelles sont les nouvelles du secteur de la santé au cours de ces 2 dernières années. Quels sont les grands chantiers ouverts par le gouvernement du nouveau départ et que pense un peu le citoyen béninois de toutes ces réformes dans le secteur de la santé. Donc, je vais nous inviter à suivre le magazine et on va se retrouver juste après. Dès son arrivée en avril 2016, le gouvernement Patrice Talon affiche sa volonté de réformer le secteur de la santé. Le Conseil des ministres du 7 juillet 2016 donne un signal fort, celui de fermer tous les centres de formation privés du domaine de la santé. In fine, la priorité est d'assainir le milieu et d'en découdre avec les mauvaises pratiques dans les hôpitaux publics du pays. Absentéisme, ensonnement, mauvais accueil, quel est l'état des lieux dans le plus grand hôpital du pays après 24 mois de gestion? J'ai vu des changements positifs, quoi. En ce qui concerne les réformes opérées par l'actuel président de la République, je trouve que c'est une parfaite chose. C'est une très très bonne chose parce que c'est celui qui ne veut pas changer qu'on appelle imbécile. C'est nature. Avant là, c'est sale. Actuellement là, c'est propre. Arrivé aux toilettes maintenant là, c'est propre. Il y a les sécurités, entrée principale, entrée piéton. Hôpital là, c'est propre maintenant. Il n'y a pas de bonne santé sans un environnement sain. Et dans ce cadre, nous avions eu le soutien du service d'hygiène hospitalier, ce service qui d'ailleurs a reçu un grand soutien du ministère de la Santé pour la mise en place d'un laboratoire
équipé pratiquement aux normes sous-régionales. Et ce service aujourd'hui intervient dans la sécurité des hospitalisations, des unités de soins intensifs. Au niveau des soins, de la prise en charge des soins de qualité, les gens assument leur garde. Sous ces réformes, il y a des services qui n'assuraient pas les gardes couchés, mais aujourd'hui, par exemple, les services sensibles comme la pédiatrie, et la cardiologie, et beaucoup de services ont commencé à faire des gardes couchés des médecins et des professeurs agrégés. Ça, c'est à l'actif du personnel et aussi de notre gouvernement et de la direction générale du CNHU. Entre-temps, pour améliorer la qualité des soins dispensés aux populations, le gouvernement a décidé de la mise en affermage des hôpitaux de zone de Didia, de Djougou et de Kové. En décidant de faire l'affermage, l'objectif, c'est d'améliorer la gestion de ces hôpitaux, c'est d'espérer que ces hôpitaux puissent être plus performants. Mais en retour, l'État doit veiller à ce que le caractère social que constitue le secteur de la santé soit sauvegardé. Et donc, pour que tous ces objectifs soient atteints, cela demande du travail. Et actuellement, c'est ce travail que nous sommes en train de faire conjointement avec le ministère des Finances. Épidémie de choléra, épidémie de la fièvre Lassa, ces urgences sanitaires ont éprouvé le système de santé du Bénin tout au long des 2 ans de gouvernance du nouveau départ. Après le drame de Toria-Vamey, pour en découdre avec les insuffisances relevées lors de la gestion des brûlés, le gouvernement rêve d'un hôpital aux normes. Nous avons compris que c'est vraiment pertinent de mettre un accent sur le plateau technique. Donc, nous avons pris l'engagement de corriger le plateau technique du CNHU et même de construire un hôpital de référence qui aura un plateau technique qui sera aux normes. Donc, qui pourra prendre des patients de cette nature-là et les gérer de façon convenable. Nous avons d'ailleurs démarré, puisque nous avons déjà signé un contrat avec une structure française qui est spécialisée dans la construction des hôpitaux de ce type et qui va nous accompagner dans la maîtrise d'ouvrage, avec l'équipement, et qui va nous accompagner aussi par rapport à la gestion de cet hôpital. Dans la foulée, le projet ARCHE entendait assurance pour le renforcement du capital humain prend corps. Les structures de gestion sont mises en place. L'idée est d'assurer l'accès aux soins de qualité à tous, surtout aux couches les plus vulnérables, à travers le microcrédit, la formation et l'assurance retraite. Ce n'est pas conséquent de prendre l'engagement d'assurer la santé de quelqu'un qui ne mange pas correctement, de quelqu'un qui est mal logé, de quelqu'un qui ne peut résoudre aucun problème. C'est pour cela qu'on a voulu mettre ça dans un ensemble qui va prendre en même temps en compte l'assurance retraite. Donc H, c'est d'abord l'assurance maladie, d'accord? C'est l'assurance retraite, d'accord? Nous avons la formation, nous avons le microcrédit. La grande première de cette gouvernance talon dans le domaine de la santé reste le démantèlement du marché à Djegoulé. Une fin de récréation pour les vendeurs illicites des médicaments qui annonce aussi les réformes dans le secteur pharmaceutique. Oui, c'est vrai, nous avons déjà des difficultés dans ce secteur. Oui, ce secteur est en crise. Mais aujourd'hui, quand on s'est retrouvé à la suite de l'incarcération de nos directeurs généraux, et je crois que vraiment il y a eu un sursaut. Aujourd'hui, Monsieur le Président, moi, franchement, ce que je vais vous demander en toute humilité, et je crois que vous êtes le seul, ce n'est pas pour vous jeter des fleurs, qui soit capable de nous le faire. Aujourd'hui, vous nous aidez, il faut nous aider à sortir de là. De belles perspectives pour les Béninois avec la construction du prochain hôpital de référence aux normes internationales d'Abomey-Calavi, mais le secteur santé reste toujours secoué par des grèves que le gouvernement tente de juguler depuis quelques semaines. Alors, on vient de suivre l'élément magazine réalisé par Angela. Monsieur le ministre, votre réaction après ce que vous avez vu, surtout avec l'intervention des populations qui apprécient un peu les mesures? Oui, vous voyez, ça veut dire que les populations commencent par se convaincre de la pertinence des mesures qui sont en train d'être prises par le gouvernement. Vous avez vu au niveau du CNHU les évolutions.
malgré tout ce qu'on dit, malgré les grèves, il y a quand même une certaine évolution positive au niveau du CNHU. Aujourd'hui, quand vous passez devant le CNHU, vous savez au moins que vous passez devant un hôpital et qui se prend au sérieux. Les services sont améliorés. Aujourd'hui, des efforts sont en train d'être faits. Il faut le reconnaître. Mais on ne va pas se frotter les mains. On ne se frotte pas les mains. Cela ne veut pas. Il y a trop de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Par rapport aux infrastructures, par rapport au plateau technique, par rapport même au personnel, il y a énormément de choses à faire. Mais déjà, il faut reconnaître qu'il y a une certaine évolution. Cette évolution, il faut mettre ça à l'actif de la gouvernance de la maison. Il faut mettre ça à l'actif de la gouvernance de la maison. C'est-à-dire ceux qui gouvernent la maison. Aujourd'hui, ils font des efforts notables. Ça, je veux le reconnaître. Pour les encourager. Avec l'appui du ministère aussi. Avec l'appui du ministère, d'accord. Mais je veux d'abord reconnaître leur mérite. Évidemment, et les encourager à aller dans ce sens. Les choix ont été bien faits, puisque les choix ont été faits en fonction des compétences. Là. En fonction des compétences, et puis ça se sent. On sent qu'il y a une certaine évolution. Ah, monsieur le ministre, dans l'élément, on a parlé des mouvements de grève. Ça fait aussi l'actualité dans le secteur de la santé. Depuis 3 mois, il y a quand même une paralysie. Même s'il y a des réquisitions et que l'hôpital continue de fonctionner, ça reste un problème qui gangrène un peu le secteur. Oui, c'est un problème très préoccupant. Et le gouvernement s'en préoccupe vraiment. Et vous savez que le dialogue social se poursuit. Le comité interministériel chargé du dialogue social, qui est dirigé par le ministre d'État chargé du plan de développement, eh bien, nous avons toujours la main tendue. Nous échangeons avec les centrales et les confédérations syndicales. Donc, ça se poursuit, le dialogue social. Alors, nous n'avons pas rompu le pont. Ça se poursuit. Et nous avons l'espoir que nous allons nous entendre, puisqu'il s'agit du Bénin, qui nous appartient à nous tous. En 2 ans, je crois, ça fait 3 épidémies de Lassa et 2 épidémies par rapport au choléra. Oui. Qu'est-ce qui est fait de ce côté-là pour qu'on mette vraiment un terme à cela? Vous savez, dans la réglementation sanitaire internationale, on impose à tous les pays d'adopter un certain comportement. Parce que la maladie n'a pas de frontières. Si vous avez un système sanitaire qui est bien fonctionnel, si à côté de vous, vous avez un pays frère qui a un système qui fonctionne mal, vous pouvez en faire les frais. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. La maladie n'a pas de frontières. Oui. Et la maladie n'a pas besoin de visa pour passer d'un pays à un autre. Oui. Donc, si vous faites attention, l'épidémie de Lassa, ça nous vient toujours d'un pays d'à côté. Oui. Oui. Et vous savez la situation qui prévaut dans ce pays-là par rapport à la sécurité, par rapport aux régions qui sont frontalières avec notre pays. Et quand ça vient, nous réagissons avec une certaine promptitude et nous arrivons à maîtriser. Mais après ça, nous revient toujours du même côté. Nous ne pouvons pas aller agir là-bas. Nous ne pouvons pas traverser notre frontière et aller agir de l'autre côté. Il faut agir ici. Voilà pourquoi c'est récurrent. Mais il y a aussi la surveillance et cette au niveau maladie, des frontières. Dans ce pays, est devenue endémique. Ce n'est même pas une épidémie. Ça veut dire tout le temps, il y a des cas de ça. C'est une maladie extrêmement grave. Parce que le taux de létalité est très élevé. Et vous voyez, la gravité est telle que la réglementation internationale nous impose de déclarer l'épidémie quand on a un seul cas. Si vous avez un seul cas de malade de Lassa dans votre pays, vous devez déclarer l'épidémie. Oui, pour dire à la communauté internationale qu'il y a un problème chez vous. C'est pour dire à tous ceux qui vous entourent de commencer par prendre les dispositions. C'est ça que nous gérons. Donc cette maladie nous vient toujours d'un côté. Oui, mais c'est parce que ça vient d'un autre côté qu'il y a cette surveillance épidémiologique. Nous avons une surveillance épidémiologique. Est-ce qu'il y a une bonne surveillance épidémiologique? Il y a une très bonne surveillance épidémiologique. La dernière épidémie, on l'a gérée en moins d'1 mois. Et si on a pu gérer, c'est dû à la promptitude avec laquelle les moyens sont déployés. Une fois qu'on déclare l'épidémie, quand on a le premier cas, le ministre de la Santé, il fait une communication au Conseil des ministres pour informer tout le monde. D'abord, une fiche au chef de l'État. Parfois, c'est le téléphone. On appelle le chef de l'État pour lui dire « Ah, nous avons un tel cas ». En même temps, il enclenche la procédure pour mettre les moyens à disposition. Donc, nous avons les moyens avec une certaine célérité. Et c'est ça qui nous permet d'avoir la promptitude que vous voyez.
D'accord. Mais le choléra, c'est Cotonou qui est toujours la ville dans laquelle ça commence. Et on sait à peu près là où ça commence. Oui, et pourtant, c'est récurrent et ça fait des dégâts. Il y a ces poches de résistance là dans Cotonou où on Vous savez, toujours le choléra, c'est une maladie environnementale. C'est l'environnement malsain qui favorise cette maladie-là. Oui. Et à Cotonou, on enregistre toujours des cas de choléra au niveau des berges lagunaires. C'est parce que ces zones-là sont insalubres. Et vous savez, tout le programme du gouvernement, au niveau du ministère cadre de vie, chargé du développement durable, pour assainir ces berges-là, c'est pour empêcher ces épidémies. Donc, il y a tout un programme d'assainissement des berges lagunaires. D'accord. Donc, vous travaillez avec le ministère du cadre mais bien de vie sûr, les questions de santé sont des questions qui ne relèvent pas de la seule... On ne peut pas les résoudre avec le seul ministère de la Santé. Donc, c'est pas possible. Il faut des actions conjuguées. Il faut des actions conjuguées. Je vous ai dit, quand Karim Maman, il y a une seule sage-femme, c'est à cause de la route. C'est le ministère de la Santé qui va construire la route. Non. Donc il faut la partition du ministère des Travaux publics. Il faut construire il faut donner de l'eau aux populations. Ça parce que si bien sûr, savoir que ça veut dire que tout ça, il faut voir tout ça ensemble. Vous ne pouvez pas... Le ministère de la Santé, il y a beaucoup d'actions que les autres ministères doivent mener pour permettre au ministère de la Santé d'avancer. Et nous sommes conscients de ça au gouvernement. D'accord. Monsieur le ministre, il y a un projet qui vous tient énormément à cœur. Vous nous l'avez soufflé plusieurs fois. On a constaté également les actions qui se mènent dans ce sens-là. C'est la construction de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi. Oui. Alors, pourquoi est-ce que véritablement c'est pertinent de construire, de dépenser des milliards avec tous les problèmes qu'on a évoqués qui demandent des investissements pour être réglés, d'investir encore des milliards pour mettre en place cet hôpital? Bon, vous voyez, l'hôpital, c'est le centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey-Calavi. C'est pertinent de construire cet hôpital. Parce qu'aujourd'hui, notre pays investit entre 8 à 12 milliards de francs CFA dans les évacuations sanitaires. Et ces évacuations ne concernent qu'une minorité. Ce qui est injuste, que l'État consacre autant de ressources pour traiter certains citoyens alors que d'autres meurent dans le plus grand silence. Ils sont aussi des citoyens béninois. Mais on ne peut pas les envoyer parce que ce n'est pas possible. Avec cette minorité, on est déjà entre 8 et 12 milliards par an. Alors que cet hôpital, pour le construire, on va investir moins de 90 milliards. Et avec cet hôpital, nous allons résoudre beaucoup de problèmes. Et beaucoup de Béninois pourront accéder aux soins. Par exemple, si nous prenons les évacuations sanitaires, les motifs d'évacuation, 50% des malades que nous évacuons sont évacués pour des tumeurs malignes, les cancers. Aujourd'hui au Bénin, pour traiter un cancer, il y a 3 volets. Il y a le volet chirurgical, il y a la chimiothérapie, il y a la radiothérapie. Aujourd'hui au Bénin, nous avons des chirurgiens. Il est vrai, on n'a pas beaucoup de spécialistes du cancer, mais on peut les spécialiser. On a des chirurgiens généralistes. On a déjà un centre de cancérologie de Cotonou. Oui, je viens. D'accord. Donc, nous pouvons régler le volet chirurgical. Nous pouvons aussi régler le volet chimiothérapie. Parce que là, il s'agit de protocoles. Et nous avons des gens qui sont déjà formés pour. Mais la radiothérapie, nous n'en avons pas. Oui. Et la radiothérapie, ce n'est pas normal qu'un État ne puisse pas disposer d'un centre de radiothérapie. Il y a des malades que nous évacuons en France qui vont y rester 1 an, alors que la journée d'hospitalisation est autour du 1 million. Ils vont rester 1 an à cause de la radiothérapie. Et c'est tout un problème pour le malade. C'est tout un problème pour le malade, l'environnement n'est pas bien. Et vous savez, l'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Non. Le climat, nos malades souffrent. Nous investissons beaucoup d'argent. Et puis, dans ces évacuations, il y a des gens qui viennent s'interférer dans les circuits et qui gurgent l'État proprement. Les hôpitaux aussi. Puisqu'il y a des malades que nous décidons d'évacuer. Nous envoyons les ressources. Puisqu'on vous envoie le devis, vous envoyez les ressources. Les ressources doivent précéder le malade. Parfois, on envoie les ressources. Avant que le malade ne parte, il meurt. Mais pour nous retourner les ressources, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Angela, si vous alors, permettez. en quoi ce n'est pas acceptable qu'on n'ait pas ce centre? Le centre de radiothérapie, pour le construire, l'équiper et le rendre fonctionnel, il nous faut environ 5 milliards. C'est ça qu'on ne peut pas faire au Bénin.
Mais est-ce qu'il faut qu'on passe forcément par ce centre de on a besoin de ce centre parce qu'il n'y a pas que le cancer, il y a beaucoup d'autres maladies pour lesquelles on évacue des gens. Et il suffit d'avoir le centre, le plateau technique, les compétences. Nous avons des Béninois qui sont restés au niveau de la diaspora parce que s'ils rentrent ici, ils ne peuvent pas être utilisés de manière optimale. Si nous avons des centres de ce niveau-là, ils vont rentrer. Ils vont rentrer, nous allons leur payer le juste salaire. Ils vont rentrer. Et même s'ils ne rentraient pas, si vous avez le plateau technique, vous avez l'infrastructure, le plateau technique, les compétences existent partout dans le monde. Vous allez procéder encore à des recrutements. Dans les années 70, le président Houphouët-Boigny a construit le centre de cardiologie tropicale d'Abidjan. Mais il a fait venir des professeurs d'Europe pour animer le centre. Mais ils l'ont animé pendant 5 ans. À partir de la 6e année, ils ont formé beaucoup d'Ivoiriens. Aujourd'hui, le centre est tenu par les Ivoiriens. Et grâce à ce centre, on traite le cœur au quart du prix. C'est-à-dire, si vous devez payer 1 million en Europe, vous payez 250 000 francs à Abidjan, vous êtes guéri dès le même. Il y a eu beaucoup de... Si vous avez votre plateau technique, les gens vous forment. Qui sont déjà les gens vous forment sans problème. Alors, par rapport... Donc, ce centre, il faut qu'on le construise. C'est pour l'intérêt de la population. Et pendant qu'on construit ce n'est pas normal que les soins de qualité soient réservés à une minorité. On a bien compris cela, Monsieur le ministre, mais par rapport à cet hôpital-là, quand est-ce que les lignes vont commencer à bouger? Quand est-ce qu'on va sentir... Les lignes bougent, mais la visibilité n'est pas encore là parce qu'on n'est pas à la phase physique. Oui. Nous avons déjà choisi, on a tous les plans, on a déjà choisi l'entreprise qui doit construire l'hôpital. Oui. À partir de septembre, nous allons passer à la réalisation physique de l'hôpital. Si vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses bougent déjà sur le terrain. D'accord. À partir de septembre, on va commencer la réalisation physique de cet hôpital. Donc, il y aura une plus grande visibilité. Et pour les populations, ils pourront bénéficier de ce centre à partir de quand? Quand on aura fini. Oui, mais quand on aura fini, quand on aura fini, c'est dans 30 mois environ. D'accord. Ça va dépendre de tout un tas de choses, mais c'est déjà bien qu'on commence en septembre. Oui. Et l'autre sujet dont je voudrais bien qu'on parle, c'est justement du RAMU que vous avez transformé en arche, assurance pour le renforcement du capital humain. Oui. Ça fâche un peu parce qu'on se disait déjà être à la fin de tous les problèmes, puisque avec les faux médicaments, l'accessibilité des soins, les soins de qualité et tout ça, c'était pour régler ces problèmes qu'on avait parlé de régime d'assurance maladie universelle. Mais vous êtes arrivé, on a eu l'impression que tout ça a été balayé et on parle de arche et ça sommeille. Ça ne sommeille pas, ça bouge. Vous allez nous dire où en sommes-nous par rapport à la mise en œuvre de ce système d'assurance? À la fin, au dernier trimestre de cette année, ça va commencer par se concrétiser. Et je l'ai expliqué tout à l'heure. Arche, le volet assurance maladie. Parce que nous voulons améliorer l'accessibilité géographique. Nous voulons améliorer la qualité de l'offre de soins. Mais si les gens n'ont pas le minimum pour accéder à ça, parce que ce n'est pas gratuit, il y a un minimum à payer. Et tous les citoyens ne sont pas capables de payer ce minimum-là. Mais il faut un système qui puisse permettre à tout le monde de bénéficier de tous ces changements-là. Et ça, c'est Arche qui peut régler ça. L'assurance maladie, c'est la priorité des priorités. D'accord. Microcrédit aux plus pauvres, ça commence déjà. D'accord? Ça commence déjà. La formation, c'est pour permettre aux femmes d'avoir des activités génératrices de revenus. Ça, là, ça commence. Et tout ça ne pose aucun problème. L'assurance retraite, ça viendra plus tard. Mais l'assurance maladie est une priorité dans Arche. Très bien. Et c'est ça qu'on veut concrétiser le plus rapidement possible, pour permettre à tous les Béninois d'accéder aux soins de santé. C'est qu'on a l'impression que quand vous êtes arrivé, c'est comme si tout ça, ça ne marchait pas et que vous avez balayé et que, bon, ça va commencer quand? Tout à l'heure, quand je vous parlais de Arche, je vous ai parlé de 3 catégories de citoyens. Les pauvres extrêmes, les pauvres non extrêmes, les citoyens capables de payer leur assurance. Mais il faut bien situer les citoyens dans ces catégories-là. Mais on est en train de faire le recensement déjà des pauvres extrêmes. Il faut savoir qui est pauvre extrême. C'est des enquêtes qu'il faut mener.
au sein de la population. Ça dure. Et ça se passe, ça évolue. Alors, et ça je crois qu'Angela exprime là un peu l'inquiétude de la population. Oui, la population est impatiente. De monsieur, madame ça se justifie. Landa, ça se justifie. Monsieur le ministre, et si les gens sont la impatients, population a envie de pouvoir bénéficier de tout ce qu'il y a comme prestations au sein de l'assurance pour le renforcement du capital humain, de pouvoir bénéficier des mesures de gratuité. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer les gens qui sont chez eux et qui ont envie de savoir qu'ils comptent pour ce qu'on peut leur dire pour les rassurer, c'est qu'au dernier trimestre de cette année, la visibilité sera plus nette par rapport à l'assurance maladie. Voilà une bonne nouvelle. Voilà. Le ministère de la Santé a une partition à jouer. Et nous nous préparons activement pour pouvoir jouer pleinement notre partition. Je vous ai dit, c'est l'accessibilité géographique, c'est l'amélioration de la qualité de l'offre de soins. Aujourd'hui, le volet assurance est géré par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Vous êtes d'accord? C'est ce ministère qui gère le volet H. Mais on ne peut pas parler de H sans le ministère de la Santé. Oui. Nous travaillons la main dans la main, puisque tous les prestataires sont au ministère de la Santé. Ceux qui fournissent les médicaments relèvent du ministère de la Santé. Les prestataires de services dans les hôpitaux relèvent du ministère de la Santé. Donc nous travaillons ensemble pour le succès de H. Et toutes les catégories de population pourront en bénéficier. Pourront accéder au même moment. Ça va démarrer pour tout le monde. C'est-à-dire les pauvres extrêmes, les pauvres non extrêmes et les citoyens qui ont les moyens de payer leur assurance. Alors, nous sommes à 2 ans de votre gouvernance à la tête justement du ministère de la Santé. Oui. Qu'est-ce que vous-même vous pensez être déjà à votre actif quand on a fait le tour? Vous voyez, si vous prenez par exemple les réformes qu'il y a eu, et la principale réforme par rapport à la lutte contre les épidémies, la lutte contre les catastrophes, la prise en charge du paludisme, de la tuberculose, il y a une amélioration nette. Au plan législatif, nous avions 4 lois qui étaient un véritable frein pour le ministère. Il y a la loi sur la sûreté radiologique, d'accord, et la sécurité nucléaire. C'est une loi sans laquelle vous ne pouvez pas prétendre à un centre de radiothérapie. Parce qu'il s'agit du nucléaire. Et quand il s'agit du nucléaire, vous avez l'AIEA sur le dos. Oui. L'Agence internationale pour l'énergie atomique. L'AIEA ne vous permet pas d'aller à la radiothérapie si vous n'avez pas une loi, si vous n'avez pas une autorité de régulation. Ces gens-là étaient Cette loi, on en parlait au ministère de la Santé depuis plus de 10 ans. Oui, en 2 ans, nous avons pu faire voter la loi. Elle a été promulguée le même jour par le chef de l'État. Donc c'est à votre actif. C'est à notre actif. C'est à l'actif du gouvernement de la rupture. Bravo. C'est à l'actif du chef de l'État. D'accord. On poursuit? Puisque c'est lui qui met la pression. Oui. D'accord? Bon, c'est un acquis. C'est un acquis. Et pour la suite? Nous avons la loi. Ça veut dire que nous avançons maintenant à grands pas vers la création du centre de radiothérapie. L'autorité de régulation, nous avons déjà fait des propositions. Ces propositions seront sur la table du gouvernement. Ça sera validé. Donc, on aura rempli toutes les conditions. La loi sur la prise en charge des hépatites. Aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher. Oui, c'est vrai. Nous avons fait voter la loi, d'accord? Et en dehors de la loi, nous avons créé un programme de lutte contre les hépatites. Ah, bravo. Avec ce programme, nous passons au 10e du coût du traitement. D'accord? Oui. Et ça, en 2 ans. C'est à l'actif du gouvernement de la rupture. La loi est sur le commerce et l'étiquetage. Le commerce et l'étiquetage du tabac, la cigarette. Oui, c'est une loi qu'on a votée, qu'on a suffisamment corsée. Oui. On a suffisamment corsé la loi. Ça veut dire que désormais, nous sommes sûrs de réduire le taux de consommation de tabac dans notre pays. C'est à l'actif de notre gouvernement. Vous êtes d'accord? La ratification de la Convention Médicrime. Vous savez d'où on est parti? De très loin. De très très loin. Quand Chirac était venu ici lancer la lutte contre les faux médicaments, il a parlé de cette ratification-là. Le professeur Marc Gentilini, qui est un des plus éminents professeurs de médecine interne, il n'a fait que, il a parlé depuis ce temps-là, il a continué par bousculer le pays, mais c'est maintenant qu'on a pu ratifier. Ça a été ratifié le même jour. C'est-à-dire, quand on a eu l'autorisation, le chef de l'État a ratifié le même jour. Il a ratifié le même jour. Donc, ça fait 4 lois qui font avancer le secteur. Nous sommes d'accord? Beaucoup de dispositions juridiques. La lutte contre les faux médicaments,
Vous savez, la partition jouée par le ministère de la Santé, mais quand on saisit les médicaments, il faut les détruire. Oui. Les 104 tonnes qu'on a pu saisir la dernière fois avec Pangia 9, pour les détruire, il a fallu 82 millions pour détruire les 104 tonnes. Maintenant, nous avons 150 et quelques tonnes sur les bras, ce qui est saisi au niveau du député Atao. Ça aussi, il faut détruire. C'est le ministère de la Santé qui court pour la mobilisation des ressources. L'État investit, les partenaires aussi. Oui, ça coûte cher, la lutte contre les faux médicaments. Et ça demande encore de l'argent. Ça demande beaucoup d'argent de l'État. Ce n'est pas un plaisir pour l'État de saisir les faux médicaments. Ces faux médicaments causent des problèmes de santé pour la population et que l'État doit prendre en charge. Mais encore, pour les saisir, c'est un problème. Quand on a fini de les saisir, pour les détruire, c'est une autre paire de manches. Parce qu'on ne peut pas les garder, il faut bien les détruire. C'est très clair, on ne peut pas les garder et c'est ça la vérité. Monsieur le ministre, vous avez un message à l'endroit de la population. Dites quand même un mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Le message que j'ai pour la population, c'est que les réformes qui sont en train d'être engagées, eh bien, le gouvernement de la rupture a décidé de les engager dans l'intérêt de la population. Tout ce que les gens observent comme remous, comme contestation, c'est par rapport aux intérêts de quelques individus. Il faut que la population comprenne. Il faut que la population accompagne le gouvernement. Vous savez, les réformes entraînent toujours des remous. Vous voyez, ce n'est pas au Bénin seul. Quand vous regardez même dans les pays occidentaux, je ne veux pas citer un pays, mais il y a des remous, c'est partout. Parce qu'il y a un changement. Mais le peuple finit toujours par comprendre que c'est dans son intérêt que ça se fait. Donc je demande au peuple béninois d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de réforme. Le gouvernement est donc en train de travailler sérieusement oui. pour nous garantir des soins de qualité et de meilleures conditions de travail pour les prestataires, enfin le personnel de santé. Bien sûr. Et pour la population, de meilleurs soins de santé. Des soins de santé de qualité à moindre coût. À moindre coût. Merci, monsieur le ministre de la Santé, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Angela, ce fut un plaisir d'avoir animé cet entretien avec vous. Merci Zakiat Latundji. Monsieur le ministre, merci également d'avoir accepté et de répondre à ces questions. Cette occasion de nous adresser à tout le peuple béninois. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, le moins qu'on puisse retenir après cet entretien, c'est que, assurément, les lignes vont bouger dans les jours à venir pour le bonheur de tous. Le projet Arche, la construction de l'hôpital de référence de Calavi, le renforcement du plateau technique du CNHU HKM de Cotonou, la réorganisation du sous-secteur pharmaceutique, ce sont là des chantiers qui vont certainement améliorer l'accessibilité aux soins de qualité des uns et des autres. Et puis, rassurez-vous également que les mouvements de débrayage dans le secteur vont être sous peu jugulés. Portez-vous bien, on s'occupe de vous et à très bientôt.